Franck Perrault, donc je suis maître nageur et je m'occupe de l'association La Passerelle depuis maintenant une dizaine d'années. L'idée c'était de trouver un créneau pour que ces jeunes puissent avoir des créneaux de natation, alors que jusqu'à présent c'était juste un temps partagé. Simplement il n'y avait pas d'apprentissage qui se faisait dans le contexte de la natation à proprement parler. Et aujourd'hui on est un club qui vit avec plus de 20 adhérents. Et un public avec lequel on ne peut pas tricher. C'est vraiment du haut-note, avec beaucoup d'effectifs. Sachant que moi je tiens à garder mon rôle d'entraîneur pour réussir à trouver cet équilibre. On arrive ici fin de semaine, quand on a tous un travail, etc., fatigué. Le simple fait de les voir se retrouver juste en souriant et en profitant de l'instant présent, voilà, ça met un reset à tout le reste et puis ça permet de relativiser. Depuis 10 ans, encore une fois, là le créneau dédié, c'est vraiment un cours de natation. Moi je m'attache à vraiment faire un cours de natation. Donc avec une progressivité. Et l'idée c'est pas de classer les jeunes les uns par rapport aux autres, c'est que chacun prenne ce qu'il y a à apprendre. Et qu'au fur et à mesure, on affine une technique de natation. Il faudrait qu'il y ait plusieurs clubs, que ça se développe. L'idée elle est là, quoi. C'est de faire des petits. Donc nous on a un club de loisirs. Aujourd'hui dans le lot il y a Amaury qui est athlète de haut niveau. Et on va se servir d'Amaury pour essayer de basculer vers quelque chose de peut-être un peu plus élitiste, mais qui correspond aussi à une demande. Et l'idée c'est de donner la chance à tout à chacun, chacun avec son potentiel, chacun avec son niveau. Et j'espère que demain il y aura plusieurs petits clubs La Passerelle. Je suis Estelle Génissel, directrice du site du Val-d'Ozon et responsable de l'Observatoire de la vie affective, sexuelle et du couple à l'Alged depuis 2018. L'Observatoire, c'est un organe qui est mixte, qui est composé de représentants des familles, de représentants des professionnels et bientôt de personnes concernées, et qui aborde toutes les questions de vie affective, sexuelle et de couple. L'Observatoire a été créé en 2005. La vie intime, affective, relationnelle et sexuelle est un droit fondamental qui d'ailleurs vient d'être réaffirmé en 2021 au travers d'une circulaire destinée à l'ensemble des directeurs d'établissement. Les réalisations de l'Observatoire sur les 4 dernières années sont une identification des thématiques un peu prééminentes en matière de vie affective, sexuelle et du couple sur l'Alged. La deuxième, c'est la réalisation d'une cellule d'écoute de parents à destination d'autres parents ou familles des personnes concernées. En 2021 et 2022, nous avons réalisé les premières rencontres des personnes ressources des établissements de l'Alged pour aborder ces questions de VASC. Ce sont des journées qui sont centrées sur de la formation, de l'échange de pratiques et de la diffusion d'informations. Cette année, nous avons organisé la première rencontre destinée prioritairement aux familles pour évoquer entre elles, entre pairs, cette question de vie affective, sexuelle et libre. Je m'appelle Caroline, j'accompagne les enfants en situation de handicap depuis une dizaine d'années à l'école de cirque. Alors aujourd'hui j'accompagne 4 enfants à l'année et là je vais faire un stage avec une jeune fille qui faisait avant du cirque et qui revient parce qu'on est d'accord. L'objectif c'est vraiment du loisir, nous on n'est pas du tout sur quelque chose d'éducatif. Le but, c'est que vraiment l'enfant puisse se saisir d'une activité et d'un contact avec d'autres enfants de son âge et sans trouble du comportement. Parce que parfois, certains enfants, de toute la semaine, c'est le seul contact qu'ils ont avec des enfants sans trouble du comportement. Et du coup, c'est hyper important pour eux. Ça leur fait vraiment un repère et un peu un modèle de socialisation. Alors Clément, ça fait un moment que je le connais. Au début, Clément, l'enjeu c'était un peu de le bouger, entre guillemets, parce que dès qu'il faisait
Dès qu'il montait un tapis, c'était un exploit, quoi. Il nous montrait bien que ça lui avait demandé un effort et qu'il voulait surtout pas en faire plus. Donc voilà, il a fallu trouver des astuces pour qu'il veuille bien faire un peu, parce qu'au début il disait non à tout. Alors maintenant il continue de dire non, mais il fait quand même, donc ça c'est pas mal. Il aime bien interagir quand on explique quelque chose et il dit soit oui, soit non, mais il a toujours un avis sur la question. Il a aussi construit une super relation avec Jonathan, un des deux intervenants. C'est vraiment... ils jouent beaucoup ensemble, ils se font des blagues. Et Jonathan, c'est un peu son pilier quand même. C'est vraiment, ils sont tout le temps dans le jeu, dans la communication, le rire. Ils dansent ensemble quand on met de la musique. C'est une super relation et du coup ça apporte plein de sourires dans ce groupe-là du samedi matin. C'est super agréable de travailler avec Clément. Il y a une maman qui est venue me voir et qui m'a dit que depuis que son fils il faisait du cirque, ils avaient pu enlever une des 2 séances de psychomotricité. Ça lui a changé la vie, ça lui a libéré du temps, et puis même eux, ça allège aussi les accompagnements, les allers-retours. Alors nous, tout seuls, on n'est pas grand-chose, mais au regard de la vie de l'enfant et de son épanouissement, on se rend compte que ça prend une grande importance et c'est super valorisant. Je m'appelle Théo, j'ai 28 ans et je suis le grand frère de Maël qui a 26 ans et qui est déficient intellectuel. Moi je m'appelle Pierre, j'ai 17 ans et je suis le petit frère de Victorine qui va avoir 22 ans et qui pareil déficient intellectuel. Alors Maël, la relation que j'ai avec lui c'est assez, on va dire, périodique. Donc Maël, c'est quelqu'un qui est renfermé, assez timide. Son truc, c'est les jeux vidéo. Au début, je proposais à mes parents que je pouvais le garder, parce que je sentais que c'était important quand même. Et puis finalement, maintenant, c'est eux qui me demandent à chaque fois. Et donc ça leur permet de partir en vacances aussi un petit peu. Et puis moi, en général, je le garde sur une semaine ou même le temps d'un week-end. Il dort à la maison et puis ça se passe très bien. Je lui ai fait son petit coin perso et puis du coup il est content. Victorine, quand j'ai commencé à prendre conscience de son handicap et que j'y ai été sensibilisé dès la primaire avec son accompagnement en classe lisse, j'ai compris qu'il fallait l'aider, qu'il fallait essayer de lui faire toucher un petit peu à tout ce qu'elle n'avait pas forcément la chance de toucher comme les autres. Ça passait par des détails, par exemple moi j'aime bien les mathématiques, j'essayais de lui faire un petit peu des maths simples, je disais que c'était important pour la vie d'adulte, tout ça, que compter c'était primordial. Victorine qui est beaucoup sur son téléphone, je sais que je pourrais communiquer avec elle, c'est même parfois un meilleur moyen de communiquer avec elle, les messages, que dans la vraie vie. Ça me fait penser à ce que tu dis, c'est vrai que pareil mon frère il m'appelle très spontanément pour tout me raconter ou rien me raconter. Mais alors par contre la question qu'il me pose tout le temps, c'est savoir si je suis bien rasé. Il me demande tout le temps si je suis bien rasé. Moi pendant très longtemps j'ai eu un gros blocage pour parler de mon frère. Je voulais absolument pas dire que mon frère était handicapé. Et après j'ai commencé à en parler, puis en fin de compte les potes ils s'en foutent un petit peu, mais ouais je le sens bien que... eux ils sont curieux justement puisqu'ils savent pas ce que c'est. Pour moi c'est la normalité d'avoir un frère handicapé. En général quand je parle de ma soeur à mes amis ou encore qui sont amenés à la rencontrer pour la première fois, je vais pas le mentionner qu'elle est handicapée, je vais soit laisser les gens le constater, ils vont s'en rendre compte, ils vont se dire ah mais cette personne j'ai l'impression qu'elle a une déficience, il y a quelque chose qui est pas comme moi, quoi, elle est différente. Ou alors quand ils s'en rendent pas compte, ce qui peut très bien être le cas, et je peux leur dire le lendemain. Et c'est bien ce que je pense, c'est que contrairement à certains handicaps, celui de ma soeur il se voit pas, ça apporte quelque chose dans les relations que moi j'ai avec mes amis, parce que tout le monde n'a pas un frère ou une soeur déficient intellectuel et c'est
c'est quelque chose qui a de la valeur quand on veut communiquer avec les autres. L'handicap, c'est quelque chose d'unique, il faut pas le rejeter, il faut l'accepter, ça nous fait vivre des trucs incroyables, et puis voilà. Donc moi c'est Suzanne Lépine, donc je suis la maman d'Amaury qui a 23 ans et qui donc est au club de la Passerelle Ouest depuis plusieurs années. Et moi Marie Pulido, donc la maman de Clément qui est aussi à la Passerelle depuis moins longtemps, qui a fait l'IM de Fourvière et qui a les Atlaroux maintenant, donc depuis septembre. Amaury lui a nagé en milieu ordinaire et donc il est rentré ici à la Passerelle en fait pour continuer son activité sportive mais aussi pour trouver un groupe d'amis. Moi, Clément était demandeur de faire du sport et nous, voilà, la natation, il avait appris à nager, on lui avait donné des cours de natation. Ce qui est positif, c'est un petit peu de voir les jeunes évoluer entre eux. Donc de suite, parce qu'il faut savoir qu'ils ont des âges différents. Malgré ces différents âges, ça crée un groupe où il y a quand même une certaine entraide, bienveillance. Besoin de se retrouver avec leur père, en fait. Comme nous, tout à chacun, en fait, on côtoie les personnes qui nous ressemblent plus ou moins, soit du milieu social, soit du milieu professionnel. En fait, on va toujours chercher des personnes avec qui on a des choses à partager. Moi, je prends toujours l'exemple de la balance à deux plateaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le monde ordinaire, dans lequel ils peuvent se sentir bien, il y a le monde du handicap dans lequel ils sont. Et je ne pense pas qu'un seul leur suffise, que ce soit ni le milieu ordinaire, ni le milieu de handicap. Ils ont vraiment besoin des deux milieux pour se développer. Moi, je dirais aidant, c'est aussi très enrichissant. Parce que là, effectivement, nous, en tant que parents, j'allais dire c'est naturel. Hein. Mais après, effectivement, dans un groupe, on a différents jeunes, différents âges, différents handicaps. Et du coup, je trouve que justement, d'être aidant, de les voir évoluer dans le loisir, puisque là, on est à la natation et c'est plutôt avant tout du loisir pour eux. Du coup, moi, je trouve que ce partage, ces échanges, c'était très enrichissant, même pour nous, en tant que parents, de voir d'autres jeunes que son propre enfant. Quoi. Essayer aussi de les amener à être plus autonomes et pas tout le temps qu'ils aient besoin de nous. Et le fait qu'on puisse s'occuper aussi du groupe et pas forcément de son jeune, comme il y a moins d'affectifs, les choses sont plus faciles. En fait, il n'y a pas ce rôle de parent, donc en fait, on intervient de façon plus facile en fait. On a participé il n'y a pas très longtemps à une compétition sur Antibes. Ils sont tous là pour nager pour eux-mêmes, et finalement pour essayer d'avoir un podium et de ramener des médailles. Mais ils sont là pour tous s'encourager mutuellement. En fait, il y a vraiment une entraide et ça c'est absolument extraordinaire à vivre. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose dont nous on devrait s'inspirer un peu plus souvent de comment ils se comportent au bord des bassins et entre eux. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Je m'appelle Tim, je travaille pour l'école du cirque de Lyon et puis je rayonne un petit peu à droite à gauche dans différentes structures. Là, on est au sud, mais je vais dans d'autres gymnases, dans d'autres clubs. Je travaille avec des IME, avec des masses, avec des différents endroits. Et je vois l'humeur du groupe déjà, tâter l'humeur du groupe, voir s'ils sont motivés, s'ils sont mous, parce que ça a conditionné beaucoup. C'est pas trop comme avec des enfants où on peut changer l'humeur facilement. On essaie de faire la séance en 2 temps. Donc séance soit échauffement, partie échauffement corporel, déplacement un petit peu acrobatique, et puis après utiliser un objet, voire 2 objets. J'essaie de couper ça en 2 pour qu'il y ait vraiment des temps définis et qu'il y ait un repère dans l'espace. Là ça va avec ce groupe-là, ils sont assez ouverts. Avec d'autres groupes, faut être beaucoup plus carré. Mais à chaque exercice, on essaie de reproposer, de trouver des leviers. S'il y en a qui ont des excuses faciles pour ne pas faire, donc, ouais, de temps en temps, ils vont accepter quelque chose. Voilà, il y avait les caméras aujourd'hui, donc ils ont accepté de faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait d'habitude. Ou à l'inverse, du coup, il y en a qui se sont braqués alors qui le font naturellement sans réfléchir avant. Donc, à chaque fois, plutôt multiplier le nombre de propositions et s'engouffrer là dès que ça marche. Ouais. Ils ont une forte personnalité, mais au fur et à mesure, quand même, la confiance, ça aide à ce qu'ils fassent un peu plus de choses, à ce qu'ils fassent confiance. Mais il faut toujours, quand même, faut jamais lâcher. De leur faire découvrir des nouvelles choses, c'est tout. Je sais pas, qu'ils soient contents d'être là et puis qu'ils arrivent à se surpasser et se surprendre eux-mêmes. Donc, ça, c'est bien. S'occuper de ceux qui sont un petit peu de côté, quoi. C'est plutôt ça la motivation.
Sophie Moulin, je suis chef de service du service d'accueil temporaire du Val d'Ozon, des foyers de vie et de l'équipe mobile sur le Val d'Ozon. L'équipe mobile est à destination des aidants. Elle a été créée en juillet 2020 suite aux besoins qui ont été identifiés par rapport aux familles et aux aidants des personnes qui sont accueillies sur le SAT. Il y avait tout un besoin à domicile pour éviter l'usure des aidants, pour éviter la rupture de parcours. Les gens arrivaient sur le SAT souvent en urgence. Et puis aujourd'hui, elle s'ouvre à tous les aidants du Rhône. L'équipe mobile est composée d'une assistante sociale, d'un psychologue, d'une éducatrice spécialisée et bientôt d'un ergothérapeute. L'idée, c'est que cette équipe, elle reste assez agile, donc il n'y a pas du tout de documents administratifs ou de papiers à remettre pour entrer dans l'équipe mobile. Et ce qui est un soulagement pour les aidants, c'est surtout l'agilité de l'équipe mobile. C'est le fait qu'on va s'adapter à leurs horaires et on est rapide. Il n'y a pas de liste d'attente. On peut aussi intervenir à un moment, s'arrêter parce qu'il n'y a plus de nécessité, revenir, proposer d'intervenir mais la personne n'est pas prête, c'est pas grave, on s'arrête et on revient, c'est très souple. Ensuite, on est aussi très disponible, et c'est vraiment l'objectif, pour accompagner dans les démarches, accompagner physiquement s'il le faut, et les dents, et puis accompagner aussi physiquement s'il le faut, si c'est nécessaire surtout. La personne aidée sur une journée d'intégration sur un EHPAD, on peut être avec lui 10h, 17h si c'est ce qu'il faut, pour assurer les équipes des EHPAD et également pour assurer la personne. Ce qui est motivant pour moi, mais également pour toute l'équipe, c'est vraiment ce côté agile, le nouveau projet, le fait qu'on rencontre énormément de partenaires, une nouvelle façon de travailler, parce que tout ce qui est post-aidance, c'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on répond vraiment aux besoins, puisqu'on est assez souple pour s'y adapter facilement, ce qu'on a du mal à faire en établissement. C'est souvent beaucoup plus compliqué d'être réactif. Je suis Pascal Jean-Pierre et mon beau-frère Henri Gâteau qui est à l'Algède. Voilà. Gaëlle de Chevron-Villette, la sœur de Cécile Debins, depuis de nombreuses années à l'Algède et depuis 2001 à l'entraide fraternelle, tout comme j'ai intégré le conseil d'administration à l'époque. C'est une grande famille. Ouais, moi, je me dis comme ça. Après, je sais pas les autres, mais moi, pour moi, c'est une grande famille. Et avec nos amis, mais vraiment une grande amitié. Il y en a, on les connaît depuis au moins 20 ans. Bon, il y en a qui sont partis depuis, mais on a fait des animations photos, des animations karaoké, des animations chant. On refait des connaissances. Mais c'est vrai que c'est merveilleux parce que chaque fois qu'ils sortent, ils sont contents, ils sont heureux. Ils nous aiment. Moi, c'est ce qu'il y a. Du moment qu'ils sont heureux, moi, c'est une activité qui me permet de voir des gens différents que ce que je vois d'habitude. Donc là, je vois des personnes différentes. C'est un autre modèle. Il faut s'élargir, moi je dis il faut s'élargir surtout. Et après ça fait un plus dans la vie, quoi. Ça fait un plus. Moi j'ai une sœur qui n'aime pas trop les sorties. Et du coup je trouve que c'est complémentaire et c'est quand même les personnes qu'elle côtoie au quotidien dans son foyer, c'est sympa. Et je me suis fait une raison, elle ne vient pas dans les sorties, et c'est pas pour elle qu'elles sont destinées en principe, mais de temps en temps on a pu amener nos frères et sœurs quand même. Mais voilà, je trouve que moi je suis bien avec eux. En fait, on passe un bon moment. Même si on va pas se mentir, parfois moi je laisse mon mari, mes enfants, d'autres. Ça nous fait du bien, c'est vrai. Mais c'est important de quand même être bien soi-même pour bien aider les autres. Il faut quand même qu'on soit solide, on est complémentaires. Mais voilà, quand on le fait, je trouve que c'est important de le faire avec envie et rigueur pour que tout se passe bien, pour le confort de tous. Voilà. La plupart du temps, ils sont super contents de se retrouver justement. Voilà. Et parce que parfois, ils sont passés d'un foyer à l'autre, donc ils retrouvent des amis. Et on arrive à faire une cohésion qui est vraiment bien. Après les confinements successifs et le Covid, on ne savait pas si ça allait vraiment reprendre parce qu'on a un peu perdu du lien et grâce aux résidents, n'empêche qu'on le retrouve. Donc, Je suis Christine Debouchet, je suis psychologue au Papillon. Mon travail consiste une partie pour accompagner les jeunes et les soutenir dans le développement et une partie pour étayer l'équipe pour réfléchir aux projets qu'on peut mettre en place pour les jeunes. Pour le coup, pour nos jeunes, c'est quand même compliqué de s'asseoir dans un bureau, s'asseoir dans une chaise et discuter comme ça. Donc c'est vrai que nous, on va beaucoup utiliser les médiations pour les aider à pouvoir exprimer des choses. Et du coup, moi, j'ai une médiation que j'aime beaucoup, qui est le psychodrame, où les
Les jeunes inventent des histoires, on les met en scène, on les joue. Parfois, on va créer des choses qui n'existent pas, mais on se dit avec ce jeune-là, ça va être cette médiation qui va pouvoir l'aider. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir cette évolution quand au départ, ils sont un peu coincés, ils ne savent pas trop, et puis petit à petit, ils sont de plus en plus à l'aise, et puis à la fin, ils ont même plus besoin de nous, ça y est, ça fonctionne quoi. Une jeune qui avait des grosses difficultés pour parler. Du coup, on avait du mal à la comprendre et du coup, elle s'exprimait très peu. Et on a senti, si vous voulez, que c'était pas un problème orthophonique. Il y avait autre chose derrière. Du coup, au lieu de lui proposer de l'orthophonie, on lui a plutôt proposé justement du jeu de rôle. Peut-être les 6 premiers mois, elle a pas amené d'histoire. Mais par contre, elle acceptait de jouer ce que les histoires des autres, mais elle avait toujours des personnages très silencieux. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est décanté. Et petit à petit, elle s'est mise à parler dans les rôles, parce que quand on joue un rôle, c'est pas nous. Elle a commencé à parler dans ses rôles. Et puis petit à petit, elle s'est mise à proposer des histoires au groupe. Et pour finir, au bout de 3 ans, elle était la leader du groupe. Et c'est vraiment après une jeune qui parlait spontanément dans les couloirs, qui interpellait les gens, qui s'est vraiment affirmée. Et vraiment, cette évolution, elle était fabuleuse. J'ai l'impression de faire une interview pour Brut là. Salut Brut. Salut Brut en direct de l'Alged. Aujourd'hui qu'il fallait se tenir droit.